Est-ce que vous pensez que les partenaires d'un pays comme le Cameroun seraient prêts à accepter un dialogue sans eux? Voilà le vrai contentieux national de notre pays. Si on parle seulement du Cameroun, même vous allez au Mali, même c'est le même problème. Au-delà de tout ce que vous racontez, des histoires qui parlent de Peul, tout ça, ce monsieur-là, ce voyou-là, qui s'appelle qui ce voyou qui est au Mali là? Oui, le monsieur Amadou, voilà, Amadou Koufa. Mais qui ne connaît pas les relations que ce voyou a avec les services secrets étrangers? Il faut reparler de ça ici. Tout ce qu'on parle de Peul là, c'est une couverture. Mais ce voyou, je parle à mon vision, mais c'est un agent des services secrets étrangers. De quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi on parle de qui? Est-ce que Amadou là, c'est un interlocuteur ça? Vous parlez avec lui, c'est le cache-sexe de ses patrons qui sont derrière. La crise du Mali, Afrique Média a démontré ici, jusqu'à l'arrivée de M. Ibeka au pouvoir, comment les Sarkozy et consorts organisaient ça à l'Élysée en recevant ces gens là-bas. Le président Ibeka a fait la campagne sur les chars français. Il faut encore venir là-dessus ici. Parler de ce voyou-là. Moi, je suis clair. Moi, je me démarquer de tout ce qui a été dit. Le Cameroun, c'est un État. Il y a un État au Cameroun. Qu'il soit mal gouverné ou pas, c'est un État. Et je vais dire pourquoi. Alors, s'il n'y a plus d'État au Cameroun, ça veut dire que tout ce que nous avons eu de cet État, d'abord, tous les contrats signés par cet État, y compris avec ces puissances terroristes-là, doivent être rompus. Il faut que les hommes politiques prennent ça sur eux, s'ils sont sérieux, y compris intellectuels, hommes politiques, hommes d'église. Qu'ils prennent ça sur eux, ils disent qu'on va rompre tous les contrats que cet État maudit, diabolique, a signé avec l'étranger au nom du Cameroun. Vous ne verrez dans aucune charte de ces partis politiques, de ces hommes d'église et tout ça, ce projet-là. Ce projet-là. Il faut que tout ce qui est dans l'État camerounais, les universités là, les hôpitaux, c'est-à-dire que même les diplômes, tout ça, mais qu'on fasse tabula rasa de tout ça. Non, il y a des acquis. L'État a évolué. C'est un État, il y a des acquis. Nous devons préserver les acquis pour s'appuyer dessus et liquider ces contentieux-là qui restent avec nous. Il y a un État au Cameroun. Il faut le respecter comme tel. Il y a les lois au Cameroun. Le Cameroun n'est pas une terre où il n'y a pas de loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, que personne n'aille plus dans le commissariat poser ses problèmes. Que personne n'aille plus à la justice poser ses problèmes. Or, vous avez là le démembrement direct de l'État. Les commissaires au Cameroun sont nommés par le président de la République. Donc, il ne faut pas qu'on fasse comme s'il n'y a rien. Donc, le dialogue ne doit pas être, n'est-ce pas, le cache-sexe d'un coup d'État qui ne dit pas son nom. S'il y a dialogue, c'est dans le respect, je le répète, de la Constitution du Cameroun et de ses lois. Ça doit être clair et net. Nos positions sont claires par rapport à ça. Il semble que, mon cher Bachir, qu'il y a l'unanimité autour de certaines figures historiques du Cameroun. Yobe, Wandje, Moumi et les autres. Et ceux qui ont été avant les les Wandje et les autres, les Mangabel, tous ces Martin Paul Samba, y compris les héros des régions entre guillemets dites anglophones. Il y a les grands héros là-bas, hein. J'ai oublié les noms, les grands héros là-bas qui ont lutté, qui ont posé le problème de la souveraineté du Cameroun. Les grands héros là-bas, y compris même sur la période allemande. Donc, alors, il faut donc, si on estime que ces figures forment le statut d'un projet national pour notre pays, mais il faut qu'on tire les conséquences. Ce n'est pas ça qui est à l'œuvre là-bas, dans les régions dites anglophones. Ce n'est pas le projet que les gens là ont incarné, au point de donner leur vie, qui est là-bas à l'œuvre dans ces régions-là. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas le projet qui est là-bas, et on ne peut pas soutenir ça. Sinon, nous ne le ferons plus à Wandje, à Moumi et Oum, parce qu'on connaît leur projet pour le Cameroun. C'était un projet d'émancipation nationale, de libération nationale, d'émancipation de tous les Camerounais, chacun pris dans sa maison, à travers ce qu'on m'avait appelé l'élévation du niveau de vie. C'est le projet là qu'il s'agit. C'est ça qui est là-bas dans les deux régions-là. Non. Non. Il faut qu'on se dise non, et moi je ne peux pas entrer dans ce genre de choses. Et je voulais rappeler que même Yobe, à son temps, pour ne parler que de lui, il ne faisait pas l'unanimité. Hein. Certains Camerounais le combattaient. Le docteur Tchouanka peut vous raconter tout le nom. Je le connais. Yobe ne faisait pas l'unanimité au sein de l'intelligence ou bien de la classe politique camerounaise des élites. Donc, ça dit que cette unanimité qu'on veut fabriquer d'une manière miraculeuse n'existe pas. Dans aucun pays au monde, ça n'existe pas. Vous aurez toujours des félons dans tous les pays du monde. Des félons. Même aujourd'hui en France, il y a les félons. Aux États-Unis, il y a les félons. La CIA classe les Américains en fonction de leur degré de patriotisme ou pas. C'est clair. Le Patriot Act, c'était quoi? Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il s'agissait de surveiller pour savoir qu'il y avait
des citoyens qui pouvaient être des portes d'entrée pour les terroristes, par leur comportement, tout ça, les consorts. Et je passe sur le contrôle des historiens sur le plateau. C'était ça. Donc, il y avait le Patriot Act. Donc, jusqu'à aujourd'hui, et ça a commencé depuis le macartisme aux États-Unis. McCarthy, on connaît cette affaire, où on traquait tous ceux qui étaient, les Américains qui étaient suspectés d'être des communistes. C'était un crime contre l'humanité aux États-Unis d'être un communiste. Juste aujourd'hui, ça n'a pas changé. Mais pourtant, on dit que ce sont les pays sous-développés, ils sont très évolués. Même là-bas, jusqu'aujourd'hui encore, ils ont les notions d'ennemis intérieurs. C'est-à-dire quoi? Il faut être honnête, bon citoyen, mauvais citoyen. C'est ce que ça veut dire, on peut cacher comme on veut, mais c'est l'enjeu de l'affaire. C'est l'enjeu de l'affaire. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on tire les conséquences. Si les les Wandji, les Moumiers sont nos références, qu'on se réfère à leur projet. Sinon, on a fait des totems qu'on peut mélanger à toutes sortes de sauces. Le truc qui m'a soulevé une affaire qui m'a beaucoup marqué. Il y a deux ou trois choses qu'il a soulevées qui m'ont beaucoup marqué, et j'y reviendrai d'ailleurs. Pousser aux armes, ou bien prendre l'initiative des armes. Pour moi, ce n'est pas le problème. C'est quel est le projet qui a derrière les armes que vous avez pris? On va passer 1000 ans à savoir entre le gouvernement et les sécessionnistes, pour ne parler que de leur qui a tort ou qui a raison. On ne s'entendra jamais. Mais le projet que les gens portent est connu. Le projet est là. Ce projet-là fait-il progresser le Cameroun? Va-t-il régler les problèmes des populations, même de ces régions-là? À supposer qu'il y a un État sécessionniste aujourd'hui, supposons qu'il réussisse. Ça va résoudre les problèmes des pauvres dans ces régions-là? Des misérables? Non, je le sais, ça va résoudre ça. Parce qu'on connaît les structures de ce projet de Cameroun indépendant. On connaît, vous dites que vous regardez la télévision. Ils ne cachent pas, vous regardez la télévision, il y a des documents qui circulent. On connaît. Comme ça n'a rien apporté au Sud-Soudan, ça n'apportera rien là-bas. Puisque ceux qui parlent le projet vont prendre tout pour eux, comme ils font ailleurs. C'est comme le capitalisme. Hein. C'est comme de ça qu'il s'agit. Donc, moi je suis très mal à l'aise avec une certaine thèse qui nous parle que nous ouvrons la porte et nous, c'est à cause de nos erreurs que les gens entrent. Mais ils sont entrés depuis 1000 ans, 2000 ans. En fait, ils ne sont jamais sortis, ils sont sortis quand? Ils sont entrés depuis 2000 ans. Donc, commençons à calculer les erreurs qu'on fait depuis 2000 ans pour qu'ils entrent. Calculons ça pour voir. Si on veut justifier, n'est-ce pas, l'intervention étrangère dans nos affaires par le fait que nous ouvrons la porte. Quel est le pays au monde qui n'a pas de faute, qui n'a pas de défaut en matière de gouvernance? Quel pays au monde? C'est au moins un seul pays au monde à qui on ne peut rien reprocher. Imaginez-vous s'il y avait une grande puissance dans le monde supérieur aux États-Unis. Mais il y a longtemps qu'ils auraient réélecté de la Terre parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée aux États-Unis par la question des Noirs, les inégalités sociales, la question de la santé, il y a la question des lobbies financiers, tout ça qu'on sort, la question même de la CIA. Donc, quand on me dit que bon, voilà, il y a des raisons, c'est parce que nous prêtons le flanc qu'ils entrent. Mais moi, c'est une thèse à laquelle je ne me reconnais pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Mais moi, je crois à la capacité des Camerounais à régler leurs problèmes eux-mêmes. Sinon, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Je crois à la capacité des Camerounais à régler leurs problèmes eux-mêmes, sans la caution ou l'intervention de l'étranger. Je crois profondément à ça. C'est-à-dire, lorsque M. Macron a des problèmes en France, il va appeler les Américains. Pourtant, ils sont des alliés. Dans l'OTAN et dans tous les crimes qu'ils font partout dans le monde, ils sont des alliés. Mais Macron dit, quand M. Trump a voulu se mettre, oh, monsieur, stop. On peut régler ça nous-mêmes entre nous. Je crois en cette capacité des Camerounais à le faire. Donc, je répète et je maintiens, nous sommes pour un dialogue dans le cadre des lois du Cameroun et de la Constitution. Le professeur a soulevé un truc fort, la décolonisation de nos mentalités. Oui. Je suis dedans à 100%, d'accord avec lui. Je pense que si je l'ai bien compris, ça devrait commencer même par l'abandon des notions d'anglophones et de francophones. Oui. Ça, c'est la colonisation directe. Tout à fait. Je suis d'accord avec lui. Elle dit qu'il faut commencer par abandonner ça. Parce que quand on continue à vouloir aborder le problème en ayant ces références-là, ça ne marche pas. On est en pleine colonisation. Et ce n'est pas fondé. Il peut démontrer, comme il dit ici, en même terme le jour, que notre histoire est au-dessus de l'anglophonie et de la francophonie. Au-dessus. On ne peut pas prendre ça pour référence. Donc il faut commencer même par là. Y compris dans le discours qu'on produit publiquement. Dans les références qu'on prend. Quand on me fait croire que la question anglophone est spéciale, c'est spécial en quoi? Comme on dit, c'est qu'elle a des spéciales. Au point où c'est supérieur à d'autres problèmes de Cameroun et d'autres régions. En quoi c'est spécial? En quoi c'est plus spécial, par exemple, que le problème de Douala? Des terres que les Douala réclament jusqu'à aujourd'hui, qu'on leur répare leurs terres jusqu'à aujourd'hui. Et quand les Douala vont réclamer, les Bassa vont dire que vous n'êtes pas chez vous. On peut continuer avec les primés, qui ont des droits terribles.
Avec les crédits, il y a plein. Au nom de quoi on peut hiérarchiser et dire que bon, ces problèmes ne sont pas au même niveau que ceux des anglophones. Sur quelle base on le fait? La base, c'est quoi? Parce que ceux-là n'ont pas de langue internationale. Mais attention, le chinois hier n'était pas une langue internationale. Aujourd'hui, c'est une langue internationale. Qui vous dit que demain, le pygmée ne deviendra pas une langue nationale? Et à ce moment-là, les pygmées vont vous revendiquer les droits que vous avez brimés depuis bientôt plus de 500 ans. Dans ce pays, et dans beaucoup de pays africains, où ils sont les premiers à occuper le sol. Donc, il faut qu'on fasse attention avec ces choses-là. Donc, la question pour la question, quand on parle de truc, en 59, parce que quand tu as des dossiers, il faut les approfondir. Et moi, j'aime toujours être à côté du professeur Tchanka parce que ça permet d'approfondir les dossiers. En 59, plein pouvoir d'Aïdjo, c'est clair. Que moi, j'avais dit qu'il est contre ça. On n'a pas écouté. En 62, les ordonnances de subversion, Aïdjo l'a mis. Quand on dit les anglophones à l'époque, on a mis les figures, c'était une figure qui était isolée, les Ndinka et les autres. La plupart des grandes familles, là, les élites, on dit quoi? Aïdjo. M. Bachir, on dit quoi? Pour aujourd'hui faire comme si on est victime d'Aïdjo. Ils étaient avec lui quand il faisait ça. Quand Aïdjo crée les inspections fédérales, qui violent même les accords, la constitution fédérale de l'époque, ça viole ça. Puisque les inspecteurs fédéraux étaient même supérieurs en matière de pouvoir réel au Premier ministre de ces régions-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ce n'est pas un dictateur, ils étaient avec lui. Quand il crée le parti unique, mais pendant qu'il le faisait, mais les gens disaient non, on n'y allait pas. Il a tué sur tous. Mais alors, non, d'autres ont accepté de mourir pour ne pas y aller. C'est parce qu'ils étaient entre eux. Parce qu'à l'époque, c'était bon de tuer les UP6. J'aime toujours le rappeler. C'était bon de marginaliser l'UPC. Ça arrangeait tout le monde qu'on efface l'UPC du paysage politique. Quand je parle de l'UPC, je parle du projet UP6. Ce n'est pas dans une religion UP6. Ça arrangeait tout le monde à l'époque. Et il n'y avait pas de différence entre l'anglophone et le francophone quand il fallait mettre l'UPC hors l'état de droit cette affaire. Il ne faut pas qu'on ne trompe pas les gens. Alors, les grandes familles à l'époque, quand ils font leurs négociations, ils s'entendent, ils font des choses. Quand ça ne marche plus, quand l'histoire dépasse ça, quand l'histoire, les avancées économiques, sociales et culturelles posent le problème, une nouvelle façon de penser le Cameroun, mais les gens veulent nous ramener dans ce clivage en nous posant les faux problèmes. Donc, moi, je pense que... Et nous sortons par là? Alors, est-ce qu'il faut dialoguer avec ceux qui portent les armes? Oui, c'est la question. Le mot a énervé le professeur Tchanka et il a démontré pourquoi ça l'énervait. Je suis d'accord en partie. Mais, lorsque des personnes avec qui vous voulez dialoguer sont des interlocuteurs qui travaillent pour l'étranger, vous faites comment? Vous travaillez pour qui? Quand c'est établi. Alors, si nous, on travaille pour l'étranger, M. Kougny, si c'est mauvais, ne nous imitez pas. Je vous l'ai toujours dit ici. Tout le monde travaille pour l'étranger. Non, moi, je ne travaille pas pour l'étranger. Le pouvoir actuel... Non, vous ne travaillez pas pour l'étranger. On l'a dit à Yaoundé. Les partisans ont dit qu'ils travaillent pour l'étranger. Non, pouvoir... je peux réfléchir moi-même. Je pense que vous réfléchissez aussi vous-même. Oui. Alors, je salue... Donc, tout le monde travaille pour l'étranger. Non, tout le monde travaille pour l'étranger au Cameroun. Allez-y, on va chuter tout le par monde. là. Jean-Pierre n'a pas encore parlé. Et tout démontre que d'ailleurs, sauf si les Occidentaux sont des masochistes, si l'État du Cameroun était totalement à leur service, ils ne l'embêteraient pas. Puisqu'on voit ce qu'ils font avec les gens qui sont actuellement, à l'heure actuelle, dans le projet de recolonisation du continent africain. Historiquement, c'est un État néocolonial. Ce sont nos terres, on va pas revenir dessus. Mais actuellement, le projet de recolonisation est sur la table. Pourquoi? Parce qu'on sait, dans les milieux géopolitiques occidentaux, que ces États-là commencent à les échapper. C'est pour ça qu'on met sur la table la question de la recolonisation du continent africain. Si les États qui étaient là étaient toujours maîtrisables comme hier, pourquoi mettre sur la table la recolonisation? C'est cela qu'il s'agit. Et des nouveaux colons, des nouveaux néocolons, des nouveaux anglo-colons sont sur le marché de ce projet-là et ils sont fiers d'accompagner ce projet tout en étant de l'opposition. Laissez-moi terminer par là parce que je vais insister là-dessus. Allez-y, chutez rapidement. Les faits sont là. Oui. Dans beaucoup de pays d'Africains aujourd'hui, les opposants sont arrivés au pouvoir. Ils travaillent pour qui? Pourquoi on n'en parle pas? Il faut tuer les conséquences. Ce n'est pas une affaire de pouvoir ou d'opposition. C'est un projet, on parle d'un projet. Un projet politique de libération qu'on doit porter pour changer cet ordre en Afrique que personne ne veut. Cet ordre impérialiste qui est là. Mais quand des gens vous disent que, OK, d'autres sont méchants, ne valent rien, d'accord, mais ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'on voit? Ils font même pire que ceux qui étaient là. Je vais pas les citer. Prenez le président Ouattara, qui tous les jours, quand vous le parlez, un mot de français, il vous dit qu'il a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Prenez monsieur le président Talon.
Prenez le président, celui qui a été opposant 30 ans. Alpha Condé, le président Alpha Condé. Vous voulez qu'on cite? Prenez le monsieur Ibeka, le président Ibeka aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ce sont les opposants, l'alternance. Quel est le projet qu'ils ont? Alors nous ne militons pas pour ce genre d'alternance, pour ce genre de projet. Notre ennemi historique a établi, c'est clair. Ça fait, si on prend pour référence 1000 ans, et on peut prendre plus que ça, l'historien là il peut me corriger, plus de 1000 ans, on sait ce qui s'est passé. Et depuis là, on n'en est pas en sortie. Très bien. Voilà, donc je ne me focalise pas sur l'état des dirigeants actuels pour justifier un projet de colonisation. Merci, président Bandaka.